petit peu d'un effectivement sujet qui nous concerne tous, comment fonctionne notre cerveau. Et j'aimerais qu'on soit vraiment très pragmatique et en se quittant ce soir, on sera tous devenus un manager neuro-amical, un conjoint neuro-amical, un amant neuro-amical, un enseignant neuro-amical. C'est-à-dire que cette science que je représente avec vous très modestement ce soir nous livre des clés pour comprendre le comportement humain, comprendre pourquoi il y a des résistances au changement, pourquoi parfois notre leadership peut être écorné et que faut-il faire pour embarquer avec nous les employés, les amis, ceux qui nous entourent. Donc on va voir très rapidement comment ce cerveau en est arrivé à produire de l'intelligence rationnelle. N'oublions jamais qu'on aura besoin, pour être plus performant qu'un algorithme, d'une autre forme d'intelligence qu'on va qualifier d'intelligence émotionnelle, ce que n'auront jamais les algorithmes, puisque pour avoir des émotions, il faut avoir un corps. Donc on pourra discuter, si vous avez des questions, sur ce qu'est l'intuition. En fait, c'est le corps qui parle au cerveau. Et puis le troisième temps sera dédié à l'intelligence collective. C'est-à-dire que vous avez beau prendre les plus performants sur un QI le plus haut et d'autres tests qu'on peut faire passer à des individus qui vont vous témoigner de certaines performances individuelles. Or, maintenant, il n'y a plus aucun emploi où on se retrouve face tout seul à un mur et on travaille tous en groupe. Et c'est là où vous voyez peut-être parfois de la bêtise collective. Et quels que soient les énarques, enfin, j'aurais pas dû dire énarques, mais je pensais à eux quand même. Vous voyez, quels que soient parfois les niveaux de culture, de connaissance et d'intelligence d'un individu, vous les mettez ensemble, ces individus, pour peu qu'ils soient des clones d'ailleurs, qui ressemblent et qui réfléchissent pareil, eh bien on a de la bêtise collective. Donc on verra dans mon troisième point ce qu'il faut savoir mettre en place pour dégager de l'intelligence collective, c'est-à-dire avoir des valeurs ajoutées, de mettre 3 individus ensemble et vous aurez 5 ou 6 cerveaux. On n'est pas sur des processus linéaires. Alors, que nous dit la science en matière de fonctionnement de notre cerveau ? Eh bien, il y a 3 grandes révolutions qui nous concernent en matière de fonctionnement du cerveau. C'est vrai que je pense qu'on peut dire que le XXIe siècle et la révolution scientifique dédiée au cerveau. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas cet organe d'1,4 kg que nous avons tous entre les 2 oreilles. Je ne ferai pas de blague ni sur les blonds, ni sur les footballeurs. Et donc, premier principe qu'il faut savoir retenir, eh bien, la science nous révèle que cet organe, contrairement à tous les autres animaux, chez l'humain, il a une particularité, c'est d'être dans la procrastination de son développement. Quand nous naissons, nous sommes des grands handicapés. Alors, on pourra revenir après, plus tard, sur ce qu'est l'empathie, le co-développement, mais ce n'est que, justement, des modes opératoires que nous avons développés ensemble pour apporter de l'aide à celui qui vient de naître, grand handicapé, c'est-à-dire notre enfant. Quand vous comparez un poulain qui vient de naître, 20 minutes plus tard, il est capable de se mouvoir et de suivre la horde, c'est-à-dire qu'il répond au darwinisme. C'est la sélection, l'élimination, la prédation. L'humain a choisi un autre mode opératoire, c'est au contraire de résister au darwinisme, mais de se dire qu'ensemble, on va être plus fort. Donc du coup, je prends mon temps pour avoir un cerveau qui grandit. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez vu qu'on avait espoir qu'à 3 ou 4 ans, ça irait mieux. Non. À 10 ans, ça y est, ils allaient être indépendants. C'est pas vrai. À 20 ans, on se dit, c'est bon, là, on va les lâcher. Ils sont toujours là. 30 ans, l'effet Tanguy, etc. Eh bien, tout ça est normal puisque ce cerveau a sa volonté de ralentir la vitesse de développement. Et ça, vous voyez évidemment une grande opportunité à ce cerveau humain, c'est d'y mettre, puisque Dieu ou la nature, selon votre point de vue, n'a pas tout mis dans notre cerveau à la naissance. On a un super ordinateur, mais on n'a pas l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Travailler, prendre de l'information autour de nous. On verra que c'est ça la base de la motivation. Partir du constat modeste qu'on n'a pas tout dans le cerveau. Et deuxièmement, d'où va venir l'information la plus pertinente ? L'alter ego, autrui. Donc on verra que finalement, au fur et à mesure qu'on grandit, notre cerveau va acquérir de l'information, d'autant plus qu'elle viendra de mentors,
de gens qui nous inspirent. Et ceci n'est pas vrai qu'à l'école. Ça commence avant l'école et ça ne termine jamais. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à Normal Sup, d'avoir Michel Serres, et on en parle beaucoup maintenant, qui a été mon mentor. Et je pense que vous voyez de quoi je parle quand je dis que le cerveau peut rester jeune parce qu'il a cette appétence à vouloir s'ouvrir au changement. Vous avez ici, derrière Michel Serres, la figure d'un jeune adolescent qui se posait toujours des questions. Et ceux qui commencent à douter que les jeunes millénials vont être débiles parce qu'ils sont toujours leur nez sur l'ordinateur, eh bien, lisez Petit Poucette. Enfin, il faut leur dire qu'ils aillent lire Petit Poucette et ils reviendront convaincus de l'intérêt du digital pour nous tous. Donc, premier principe, le cerveau humain, à la naissance, n'est pas fini, mais il ne sera jamais fini. Deuxième principe, que l'on voit aussi dans le fonctionnement de ce cerveau, c'est de considérer que ce cerveau, 2/3 de l'activité de ce cerveau humain, de nouveau, qui nous singularise par rapport aux autres espèces animales, voire algorithmes, 2/3, je disais, de fonctionnement du cerveau nous échappent complètement. Mais ces 2/3 sont en permanence en train de se glisser dans le corps d'un autre, en train de prendre le pouls des autres. Pas les poux, mais le pouls. Et donc, vous voyez ici, nous avons 1/3 pour faire des selfies et 2/3 pour comprendre les autres, pour comprendre les intentions, pour comprendre et recevoir leurs émotions. Donc, on reviendra ici sur la notion de compassion, d'empathie, cette capacité qu'a le cerveau de nous quitter, de quitter notre corps et de se glisser dans le corps des autres et de voir le monde à travers les yeux et les oreilles d'un autre. Quand je dis qu'on ne motive pas les gens, puisque la motivation, c'est une force intrinsèque qui part du constat « je ne sais pas, je vais apprendre », eh bien, on ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Pour leur faire confiance, on les écoute. Et vous voyez, c'est ces 2/3 de mon cerveau qui est en permanence tourné vers les autres et pas vers moi. Et troisième et dernière découverte relativement récente en matière de cerveau humain, eh bien, c'est de découvrir que ce cerveau humain a besoin de 3 temps, de 3 présents. Le présent du passé, c'est la mémoire. Mais ça, si vous avez des chiens, vous avez vu, ou des chats, qu'on peut dresser les animaux parce qu'ils ont des comportements qui sont basés aussi sur les mauvaises expériences. Quand ils sont montés sur un canapé, par exemple, que vous n'avez pas aimé, ben, ils ne vont pas le refaire 2 fois. Donc, beaucoup d'animaux, grâce à la mémoire, modifient leur comportement. D'autres animaux, c'est déjà un peu plus rare, vont modifier leur comportement par rapport aux émotions. C'est le plaisir ou le dégoût. Donc, on a des conduites qui vont être dirigées par les émotions. Ça, c'est le présent du présent. Tout à l'heure, je vous parlais du présent du passé. Et l'humain a inventé un 3e temps, le présent du futur. Si vous voulez, on peut l'appeler autrement, le désir. Voire Houellebecq. Puisque pour le désir, il y a une chimie particulière dans le cerveau, ça s'appelle la sérotonine. C'est pour ça qu'il faut aller voir le dernier ouvrage de Houellebecq et comprendre que l'humain est un être, par définition, de désir. Aucune autre espèce animale n'est capable d'envisager le futur et de modifier les actions présentes à l'aune de ce que vous avez simulé mentalement. Vous voyez, quand vous voyez un écureuil amasser des glands, certains me disent « Ah ah, tu vois bien qu'il y a d'autres animaux qui portent du désir ». Pas du tout. Quand l'écureuil met des glands de côté parce que l'hiver sera rude, il le fait sur l'injonction du présent, puisqu'il suffit de prendre ce petit animal, de le mettre dans une cage et de changer la photopériode où vous lui mettez maintenant de nouveau un éclairage de 14 heures, comme on a au mois de mai, et il s'arrêtera, il se mettra dans une chaise longue, il prendra un sirop, un cocktail, il ne travaille plus. Donc vous voyez, l'humain est le seul animal à envisager le futur. Dit autrement, c'est cette image-là que vous devriez garder. Sur l'idée, vous avez ici l'autoportrait de Magritte. Magritte regarde un œuf, mais il dessine un oiseau. Vous voyez, c'est ça l'idée d'un cerveau projectif, le cerveau désirant, le cerveau qui voit des projets. Évidemment, tous les managers doivent savoir que sans désir, il n'y a pas de résilience, il n'y a pas d'adhésion à des projets, puisqu'on verra que la notion de désir est collée à la notion de projet et d'objectif. Quand je vous ai dit que 2/3 du cerveau humain étaient dédiés, étaient tournés aux autres, vous verrez dans ma dernière partie, quand je donnerai quelques clés sur ce que j'appelle le cerveau social, que le désir, c'est votre responsabilité si autour de vous, les gens n'en ont pas.
Et quand je dis vous, c'est-à-dire les enfants, les amis, les employés, c'est la responsabilité d'un manager de produire du désir. Vous voyez, quand Macron a raté une marche, quand il n'a pas été totalement inclusif dans sa démarche, qu'il en a laissé à côté sur des ronds-points, dans cette démarche-là, et je reviendrai sur cette notion-là, l'objectif d'un manager, c'est d'embarquer tout le monde parce que le désir est mimétique et contagieux. Et on verra sur quelle base ça fonctionne. Alors, voilà, pour les 6 lois que nous devons respecter pour devenir tous un manager neuroamical, la première loi, c'est de comprendre comment fonctionne la motivation, je vous l'ai dit. Et donc la motivation, c'est une force que nous portons en nous-mêmes. On ne motive pas les gens puisque c'est une force qui est égocentrée. Vous avez beau dire à quelqu'un, motive-toi, c'est important ce qu'on fait. En fait, s'il ne comprend pas le sens de ce que vous lui demandez, s'il n'est pas lui-même un acteur, alors il ne pourra pas exprimer lui-même sa motivation, puisque la motivation, c'est la monnaie d'échange que vous faites dans un effort. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, d'effort, parce que vous verrez par rapport à la capacité du cerveau jusqu'où ça peut aller lorsque nous sommes motivés. Donc le premier point, c'est d'oublier ces belles images colorisées qui nous montrent un cerveau avec une architecture précise. Vous voyez, bon, c'est très joli, mais c'est pas ça. Puisque si j'avais mis un scanner et vous rentrez dans cette pièce, à la sortie de cette pièce, il y a eu des interactions sociales, on a appris des choses nouvelles peut-être, et bien à ce moment-là, le cerveau, physiquement, est déformé. C'est parce que le cerveau est informable qu'il est déformable. Voilà le premier point qu'il faut savoir retenir. Ça veut dire que on peut, d'ailleurs, on est en train de mettre en place un baromètre du bonheur. Quand quelqu'un vient nous voir en consultation pour dire « je ne vais pas bien », eh bien, le scan de son cerveau peut nous dire combien il ne va pas bien ou est-ce qu'il simule parce qu'il a envie d'avoir un arrêt de maladie et partir à la pêche. Le cerveau est informable, donc déformable. Eh bien, c'est là où l'on va comprendre cette idée que l'on a cette volonté de vouloir acquérir des nouvelles compétences et donc de modifier physiquement notre cerveau. En somme, je suis en train de vous dire que la seule image qu'on puisse garder du cerveau, ce n'est pas ces belles images colorisées statiques, c'est la Sagrada Familia. Vous voyez, depuis sa construction, il y a des grues. Eh bien, de grâce, dans votre cerveau, gardez les grues. C'est-à-dire, ouvrez-vous au changement. J'aime dire que tous les mots en in sont des poisons pour le cerveau. On le voit de différentes façons. L'héroïne, la cocaïne, la routine sont des poisons pour le cerveau. Car le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Si vous voulez mettre un âge à votre cerveau, vous dites « Ah bon, ça c'est un truc de jeune, moi j'arrête et je regarde TF1 ». De toute façon, là, vous êtes déjà ici, ça montre que moi, ce soir, vous avez décidé de vous faire violence et c'est très bien. Donc le premier point à garder à l'esprit, c'est l'idée que ce cerveau a, de façon intrinsèque, cette volonté d'acquérir de nouvelles informations pour développer de nouvelles compétences. Cette idée nous vient de l'idée de l'humain comme étant homo faber, celui qui fabrique des outils. Certes, derrière cette main, il y a un cerveau. Ce cerveau a créé un outil qu'on appelle ici l'écriture. Mais que fait la main qui dessine ? Elle dessine une main artefactuelle que vous voyez là. Et que fait la main artefactuelle ? Elle modifie le géniteur. Si vous voulez, pendant les joutes oratoires plus tard, on pourra parler de l'effet Google sur notre cerveau. Du fait d'avoir eu Steve Jobs et d'autres, quand on me tend un ordinateur et que j'utilise cet ordinateur, vous voyez, il y en a un qui a inventé l'outil, mais moi, quand j'utilise cet outil, je modifie, je change radicalement mon cerveau. Ce que vous voyez chez les millénials. Vous leur dites 1515, ils ne savent pas, alors vous dites Marignan, puis parce qu'ils sont allés voir, non pardon, excusez-moi, vous dites 1515, vous leur donnez du temps pour aller chercher sur Internet, et puis plus tard, vous leur demandez qu'est-ce que je t'ai posé comme question, ils ont oublié. Et vous allez vous mettre en colère, enfin je te l'ai dit, tu pourrais être attentif, etc. Et donc vous donnez de nouveau la question, 1515, vous attendez la réponse, elle ne viendra jamais. Et vous dites c'est Marignan. Mais là, à ce moment-là, quand vous avez dit Marignan, il se rappelle de la procédure qu'il a utilisée pour trouver la réponse. C'est astucieux. Les millénials sont en train de changer la stratégie mnésique. Je ne suis pas millénial, donc moi j'utilise une mémoire dite sémantique, organisée sous forme de silo. 1515, j'associe Marignan, mais eux, ils ont associé la procédure pour trouver la réponse. Mémoire procédurale est en train d'émerger dans la collectivité humaine et la mémoire sémantique disparaît.
eh bien, on doit tous applaudir. Donc c'est un exemple là, de cette mémoire qui se façonne par les outils. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, pendant 8 millions d'années, le cerveau est resté cantonné à 500 cm3. Je peux vous dire, messieurs, on ne peut pas décapsuler une canette de bière en regardant un match de foot et en grignotant des chips. Même ça serait trop compliqué. Mais avec un cerveau de 500 cm3, ça suffisait pour l'Australopithèque. Pourquoi ? Parce qu'il vivait un monde constant. La température nocturne et diurne était de 25 degrés. Quand il avait faim, il avait des fruits dans les arbres. Et puis de temps en temps, il faut des rations protéinées, il trouvait un cadavre autour de lui. Ça vous rappelle rien, ça ? Il fait bon tout le temps, pas très chaud, pas très froid. Dès que vous avez faim, vous avez de quoi manger. All inclusive, Club Med. Vous voyez ? Eh bien, dans ces conditions-là de constance permanente, on peut rester avec un cerveau de 500 cm3. Mais ce que vous voyez, A, B, C, D, ce sont ce que les gens pompeux disent les éléments ou les événements disruptifs, les inventions disruptives. Franchement, entre nous, on pourrait appeler ça les emmerdes. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'amuser à bricoler le feu en point A. Et là, je vous rappelle que quand on crie « à table », c'est un événement prosocial. Vous prenez soin de l'autre. Quelques individus autour d'une pierre vont partager un repas. C'est déjà une façon, vous voyez, en inventant un outil, de prendre soin de l'autre. Mais cet autre, ils sont confinés à 3 ou 4 autour de la pierre avec vous. Revoyez Claude Lévi-Strauss, le cuit, le cru et d'autres exemples comme cela. Un peu plus tard, en B, il y en a qui vont tomber des arbres suite à un réchauffement climatique et qui vont inventer la bipédie. Il y aura là aussi En Marche sur la planète et ils vont découvrir des événements ou des milieux géographiques avec des nouveaux prédateurs. Donc il va falloir travailler, s'associer, se protéger, découvrir la mer. Puis il y en a qui ne s'arrêtent pas, qui continuent vers les Carpates, qui tombent sur les montagnes. Je vous rappelle, on vient de 25 degrés en maillot de bain. D'un seul coup, il y a des glaciers, il y a la neige, et il n'y a pas Amazon pour vous faire livrer une fourrure. Il faudra travailler ensemble pour construire nos vêtements, nos abris. Vous voyez, donc déjà, le vivre ensemble se complexifie. On a eu le feu, on a la bipédie. Les groupes En Marche sont du 15 à 30. Et puis, le point C, c'est l'invention de l'écriture. On passe de la préhistoire à l'histoire. Et là, c'est révolutionnaire, puisqu'on va créer les villages, on va créer la justice, on va créer la religion monothéiste, on va créer les écoles. La païda des Grecs est inventée parce qu'il y en a un qui a inventé un outil. Et donc, on va façonner les cerveaux en disant aux jeunes, c'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on lit. Vous voyez, et là, on vit ensemble, mais c'est encore plus... Vous voyez qu'à chaque fois, on augmente le braquet, puisqu'on est dans le vivre ensemble, jusqu'à créer des villages. Et vous voyez D pour digital. Et donc, c'est la raison pour laquelle la démocratie disparaît. Ce que vous voyez autour de vous, ce sont des balbutiements, des tentatives populistes et gilets jaunes, comme vous voulez les appeler, 5 étoiles, mais ce sont des tentatives pour inventer un nouveau vivre ensemble, puisqu'on n'a plus besoin d'écriture. Donc la démocratie est apparue avec l'écriture, eh bien la démocratie disparaîtra avec le digital. On reviendra sur cette notion-là, puisque là encore, on change de braquet. Grâce au digital, on est dans une communion. Alors, il y a des excès, de manipulation, d'excès d'empathie, parce qu'un journaliste va prendre une photo d'un enfant mort sur une plage en Grèce ou en Turquie, et vous avez Angela Merkel qui sera obligée de lever les frontières. Un an plus tard, des femmes malmenées, on va dire ça comme ça, à Hambourg, et Angela Merkel fermera les frontières. Vous voyez, donc c'est difficile aujourd'hui, la position d'un leader, en tout cas pour un chef d'État, c'est très difficile, puisqu'ils sont obligés aussi de vivre avec le tempo des réseaux sociaux. Donc, vous voyez ici cette courbe qui nous montre qu'au fur et à mesure qu'on invente des outils, entre A, B, C, D, eh bien, notre cerveau augmente. Et évidemment, à 1500 cm3, il est au taquet. Je ne rentre pas dans les détails, mais d'un point de vue énergétique, cet organe qui fait 2% du poids corporel, 1,5 kg, c'est à peu près 2%
du poids corporel qui siège entre nos deux oreilles, j'ai les moyens de mesurer l'énergie consommée en kilowattheure, en kilocalories, en kilojoules, eh bien on s'aperçoit qu'il consomme 40% d'énergie. Donc on ne peut pas monter plus. Vous voyez, je ne rentre pas dans les détails d'une exponentielle, mais vous savez tous que pour une exponentielle, si vous faites varier x, y varie énormément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en D? Eh bien, notre cerveau, c'est l'invention de l'intelligence artificielle. Par volonté d'externaliser des fonctions qu'on n'a plus besoin d'avoir dans le cerveau. Mais attention, on a délégué une partie, c'est-à-dire tous les processus mentaux automatiques. Donc ceux qui continuent à travailler comme ça, d'ailleurs, en général, on dit qu'au bout de 4 heures ou 5 heures de l'après-midi, ils pètent les plombs, la charge mentale n'est pas faite pour traiter toute cette information qu'on produit par le digital. Donc il va falloir aujourd'hui s'économiser, comprendre qu'il y a 2 types d'informations, le savoir et le comprendre, l'utile et le futile. Pour ceux qui doutent de l'idée que nous sommes menacés par l'information, voici un site qui s'appelle Worldometers. Vous avez en temps réel la population mondiale, 7,7 milliards de terriens. Gardez ce chiffre en tête. Et là, je suis navré pour vous. Vous m'écoutez, et pendant ce temps-là, votre boîte email est en train d'exploser. Pour 7,7 milliards, nous avons déjà 214 milliards. Donc si vous faites le ratio avec 7,7 milliards, vous arrivez à peu près un sujet envoie à peu près 40 mails par jour. Mais ce chiffre est sous-estimé parce qu'il y a les Inuits, il y a les Indiens d'Amazonie, il y a des peuples d'Afrique qui n'ont pas forcément Internet. Donc vous voyez que nous sommes extrêmement menacés par ce tsunami d'informations. Et là, le grand risque, c'est d'avoir 2 sous-populations, 2 espèces qui vont coévoluer sur la planète. Les leaders, vous en faites partie, qui sauront de temps en temps se gaver d'informations, mais de temps en temps savoir digérer cette information, et tous les autres qui vont être emportés par ce tsunami d'informations, par l'infobésité. Comme il y a 20 ans, on a vu arriver sur la planète entière l'obésité arrivée par le junk food, c'est-à-dire une alimentation où on associe malheureusement riche en sucre et riche en graisse, et vous avez une épidémie d'obésité qui arrive sur la planète, avec les mails, les spams et autres, on a pareil, l'équivalent de riche en sucre et riche en graisse. Ces enfants, ou adultes d'ailleurs, qui sont dès 6 heures du matin devant un écran, et à 23 heures sous la couette, encore avec l'écran. Ceux-là, évidemment, ils seront menacés de devenir nos robots. Ils vont être asservis. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les plus grands de ce monde, dans la Silicon Valley, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de digital, pour les apprendre cette gymnastique de connexion-déconnexion. Donc là, voilà les enjeux d'aujourd'hui, puisque je vous ai dit qu'il y a eu l'écriture, il y a eu la bipédie, il y a eu la maîtrise du feu, évidemment cruciaux dans le développement de l'intelligence humaine. Eh bien, aujourd'hui, la source du changement, elle est digitale. Puisque vous voyez cette entreprise Cisco qui nous dit que si en 2015, un terrien avait 3,5 objets connectés en moyenne, ce chiffre, juste en 5 ans, aura doublé. Donc, le manager neuroamical, la loi numéro 2, doit respecter le rythme de l'échange d'informations et doit savoir que si j'informe quelqu'un, il reçoit cette information, il sait, je dois lui laisser du temps pour comprendre. On ne peut pas en même temps savoir et comprendre. Vous voyez, les 214 milliards de mails, tout ce que vous pouvez voir rapidement en 2 secondes sur votre ordinateur ou téléphone dit intelligent, eh bien, vous condamne à savoir. Vous voyez, le journal télévisé, TF1, le soir, à 20h, on sait, mais on n'a pas compris. Pour comprendre, il va falloir prendre une information et la développer sur 2-3 heures. Là, il faudra aller plutôt sur Arte. Donc, on a aussi aujourd'hui un grand défi à relever, c'est l'idée que le rythme du temps, donc, dans notre cerveau, doit toujours être propice à ces fameux 3 temps, le passé, le présent, le futur. Or, avec le digital, il n'y a plus qu'un seul temps, c'est le présent. Je veux tout de suite, ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous avez de plus en plus des théories du complot. 45% de Français sont défiants vis-à-vis de l'usage des vaccins.
dans le pays de Pasteur. Pourquoi ? Si on ne fait pas appel au passé, qu'on se rappelle que quand vous dites de quelqu'un, tiens, lui c'est un mordu de pêche, vous faites référence aux fameux mordus qui arrivaient de toute l'Europe. Quand ils avaient été mordus par un chien, un loup ou un renard, ne tenaient à leur salut que par la piqûre que pouvait faire Pasteur à Paris. Donc on parlait de mordus parce que c'est des gens qu'on n'arrêtait pas sur la route. Quand il y avait des frontières, eux, avec leurs carrosses, on ne les arrêtait pas. Parce que si vous êtes fait mordre à la cheville, le temps que le virus atteigne votre cerveau, vous avez 4 semaines. Donc vous pouvez prendre votre temps. Si vous êtes mordu à la joue, 4 jours pour atteindre le cerveau. Et après, vous mourrez dans d'atroces souffrances, dans l'incapacité de respirer, mais vous êtes très bien conscient. Donc tout ça pour vous dire que quand on avait un rapport avec le passé, il n'y a pas de manipulation possible. Et si en plus je peux prévoir le futur, je suis serein et je suis même en train d'utiliser le scepticisme, le doute cher à Descartes. Donc vous voyez que le plus grand danger actuel de l'humanité, c'est de vivre qu'un seul présent, qu'un seul temps, le présent du présent. On se rappelle peut-être de cette défaite de l'humanité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Le joueur de Go ici s'appelle Lee Sedol. Il entame sa partie contre un algorithme de chez Google. Il joue la première fois, il perd. Le lendemain, il rejoue, il perd. C'était en mars 2016. Cette date va être inscrite dans nos agendas, comme on avait avant et après Jésus-Christ. On va avoir avant et après Lee Sedol. C'est-à-dire qu'après mars 2016, l'humanité a été défaite par l'intelligence artificielle. Puisque Lee Sedol a joué la 3e fois, il a perdu. Donc le jeu de Go se joue en 5 manches. Lee Sedol joue 3 fois de suite, il a perdu, il est défait. Heureusement, on lui dit quand même qu'il peut rejouer une 4e fois pour l'honneur. Lee Sedol rejoue la 4e fois, et là, c'est un homme défait, dépité, dégoûté, écœuré d'être battu par une machine, lui qui croyait être le meilleur au monde. Et là, il se met à réfléchir, puisque c'est toujours un pro, un expert, donc il fait appel à l'intelligence rationnelle, il fait ses calculs en tant qu'expert, mais quand il va agir, il va pondérer, il va y mettre une valence affective. C'est-à-dire un coup, il va aller un petit peu trop loin, un autre coup, il va aller un petit peu plus proche qu'il n'avait prévu dans son calcul. Et là, si vous voulez un paramètre objectif, pour vous montrer que je ne vous raconte pas d'histoire, c'est le temps de calcul de l'algorithme sur la 4e manche. Il est explosé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'algorithme se dit à chaque coup de Lee Sedol, dépité, dégoûté, écœuré, qu'il fait des coups que l'algorithme ne peut pas déceler, ne peut pas comprendre. Il se dit à chaque fois, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce coup-là ? On ne me l'a jamais fait. On ne me l'a jamais fait, on ne me l'a jamais fait. Résultat des courses, la 4e manche, Lee Sedol bat l'algorithme. Comment a-t-il battu l'intelligence artificielle ? Quand enfin il s'est rappelé d'être un humain, capable de 2 intelligences, rationnelle et émotionnelle. Les 3 premières parties, il a été ubérisé. Il a procédé sur des calculs automatiques que fait très bien la machine. Donc, arrêtez de travailler comme on faisait il y a 10 ans. Ceux qui passent leur journée sur les tableaux Excel ou la boîte email, d'abord, ils sont fatigués. Là, vous voyez, comme disait l'autre, le premier de cordée, dans son mouvement, là, on sent bien qu'il est fatigué. Ce qu'on voit dans le monde clinique, c'est burn-out, anxiété, dépression, stress chronique. Je ne serai jamais au chômage. Ce sont des gens qui vont s'épuiser parce qu'ils sont en train de traiter l'information sur des processus automatiques qu'on a décidé de déléguer dans des algorithmes. Et le pire, c'est qu'ils vont rater des grandes opportunités. Ils vont passer à côté de grandes occasions d'innover. Car notre cerveau n'est jamais autant performant que quand il est capable de digérer l'information que vous avez bien voulu lui donner. Preuve à l'appui, voici un scanner d'un ami que je bombarde de questions. Je lui dis, comme vous, il faut être au travail, il faut répondre aux problèmes des collègues, donc il faut trouver des solutions. Vous voyez, donc vous avez la nature des questions qui lui sont posées. Action, on lui demande de simuler l'engagement au tennis. Il ne peut pas bouger, on l'a attaché dans le scanner, mais il doit simuler l'engagement au tennis. Cognition, on lui demande de trouver les solutions de nos problèmes mathématiques, addition, soustraction.
quand vous verrez perception s'activer, on lui envoie des filets odorants sous les narines, à lui de me dire si il sent l'anis, le menthol, etc. Quand vous voyez émotion s'activer, il entend les cris d'une femme qui est mélancolique, qui est triste, qui a du plaisir, etc. Donc vous voyez que, en fonction de ces stimuli qui arrivent du monde extérieur, il a un engagement mental. Mais si j'étais le DRH, moi je lui donnerais 10% de son salaire. Parce que, en fait, vous voyez que ce sont des états discrets de son cerveau qui s'activent. La plupart de son cerveau est au silence radio. C'est gris. Il n'est pas actif. Alors qu'il croit être performant. Il répond aux questions. Très bien. Au bout de 10 minutes, alors ça, c'est pas, il faut que ça reste entre nous, parce que je ne sais pas passer par un comité d'éthique, j'aurais été recalé. Je lui dis, j'ai besoin de prendre un café. Derrière le mur, il y a une machine à café. Je reviens dans 2 minutes. En fait, je l'ai abandonné. Je ne suis jamais revenu. Et voilà comme il est dans un état 2 heures plus tard. Alors, en partant, j'ai mis, puisque je ne peux plus être là pour lui poser des questions, j'ai mis un magnétophone qui continue à lui poser des questions, de calcul, de faire des gestes mentaux, d'entendre des cris, etc. Vous voyez quelque chose quand même là. Tout son cerveau est en ébullition. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'après m'avoir attendu, et après avoir essayé de rester concentré sur tous ces stimuli qui lui parviennent du monde extérieur, cette première phase, c'est la tension réactionnelle. Je vous répondais en réaction, au bip, à Facebook, à la boîte email. Vous répondez en réaction. Et puis là, au bout d'un moment, il dit, mais c'est quoi ce monde kafkaïen là? L'autre, qui se prétend être mon ami, il me dit que dans 15 minutes ou 2 minutes, il revient. Ça fait 2 heures, j'attends, j'ai autre chose à faire. Cette machine qui me pose des questions, quand je me trompe, elle ne me corrige pas. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sujet se met dans sa bulle, n'entend plus le monde qui lui parle autour de lui. Et là, il est dans une attention introspective. Il n'est plus en réaction. Et lorsqu'il est dans cette démarche-là, introspective, vous voyez tout son cerveau bouillonner parce que c'est là qu'il est en train de trouver les solutions aux problèmes qui lui étaient précédemment posés et qui n'avait pas toujours trouvé de réponse. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle la pensée hybride. L'ensemble de son cerveau travaille de façon synchrone. C'est avec ce cerveau-là que vous pouvez inventer un téléphone qui vous permet de faire des photos, qui vous permet de l'utiliser comme carnet d'adresses et d'aller sur Internet. Tout à l'heure, avec ça, vous n'inventez pas autre chose qu'un objet noir en bakélite et qui va vous connecter à un autre s'il y a une opératrice qui veut bien mettre les fiches au bon endroit. Donc vous voyez ici, la pensée hybride vient lorsqu'on est dans une démarche introspective et non pas en réaction. Pensez-y. Pensez-y de vous donner des moments de 3, 4, 5 minutes le matin, l'après-midi. Beaucoup de gens souffrent actuellement et donc font appel aux pompiers, qu'on appelle mindfulness, méditation, attitude zen, séjour zen, prendre 3-4 jours dans un couvent, un monastère pour essayer de se déconnecter, chercher une zone blanche. Il n'y en a plus beaucoup, mais on en trouve encore. Vous voyez? Mais tout ça, toute cette attitude-là, elle est évidemment salutaire, mais on devrait expliquer simplement qu'on peut avoir une attitude saine pour notre cerveau tous les jours, à condition de se faire confiance, de dire que les messages, quand on ne les prend pas à la minute près, de toute façon, la plupart du temps, ils auront trouvé une solution avec d'autres. Je ne sais pas, vous l'avez dû remarquer comme moi, que quand on a oublié son téléphone, que finalement, urgent, et puis qu'on reprend le fil, et, non, c'est bon. Ah bon, on se dit que c'est bien alors. Oui, je voulais vous rappeler cette phrase de Poincaré qui nous dit, voilà la grande sagesse, je trouve quand je ne cherche plus. C'est ces grands problèmes que vous avez solutionnés en vous levant le matin. Ou ces grands problèmes que vous allez solutionner parce que vous êtes en train de courir dans une forêt ou de vous doucher. Et donc, c'était mon deuxième point, la gestion de l'information. Savoir que ce qui est le plus important, c'est de comprendre. Et donc, pour cela, j'ai besoin de transformer le savoir en comprendre. Pour cela, j'ai besoin de prendre du temps. Quand je prends du temps pour cela, je sors du flux d'informations. Ce qui reste dans le flux, dans le savoir, vous avez compris que c'est l'algorithme. Donc on n'a pas envie d'y rester. Troisième
point que le manager neuroamical doit respecter. Vous voyez le fil rouge. Je suis informé, je sais, donc percevoir, comprendre, et ensuite, j'agis. Le manager neuroamical ne donnera jamais d'informations s'il sait que les oreilles et les cerveaux qui l'écoutent reçoivent cette information, mais ne peuvent pas agir. Vous voyez, donner des tâches à quelqu'un, il a un ordinateur qui rame, qui se plante, ou intellectuellement, il ne comprend pas ce que vous lui dites, ou physiquement, c'est trop lourd ce que vous lui demandez. Vous voyez, toutes ces formes-là, où vous condamnez le sujet à savoir, comprendre et pas agir, ça s'appelle l'anxiété. L'anxiété naît de l'état de comprendre sans action. D'où le plus important de dire je ne veux pas savoir. Vous voyez, l'anxiété se traite soit parce que vous allez trouver un coach qui va aider à l'action, soit c'est trop compliqué, on ne peut pas agir, alors on préfère réfréner l'information. Vous voyez, l'information aujourd'hui, c'est quand même avec parcimonie qu'on doit la donner. Juste un exemple, je ne vais pas vous en donner 30. Ici, vous avez un neurone prélevé chez un sujet qui avait 49 ans. Enfin, il n'est pas mort. Et ce petit halo lumineux me dit que cette cellule nerveuse qui vient de naître a 4 semaines. Et là, ce que vous voyez dans ce film, une encre qui est toujours présente. Ce neurone qui aurait bien aimé voyager dans le cerveau ne peut plus voyager. C'est le stress, le manque d'action. Et ici, vous aurez du mal à voir l'encre parce qu'elle n'est jamais mise. C'est un neurone qui se dépêche d'arriver dans un endroit où on lui dit c'est par là qu'il faut venir, je fais du sudoku, c'est pas mal, je monte en puissance, j'ai envie que tu viennes avec moi, travailler ici. Et donc là, ici, on a la sérotonine. Donc c'est celui qui agit, qui verra ses propriétés de cerveau se développer. Celui, comme vous l'avez vu précédemment, en présence d'une hormone du cerveau est figé. On n'apprend pas avec quelqu'un si la personne est stressée. Donc, et la meilleure façon de l'aider dans son stress, c'est de la faire agir. Évidemment, on continue le fil rouge. Qui dit action, dit in fine, plaisir et désir. C'est les vrais catalyseurs pour que notre cerveau puisse se développer et acquérir comme ça des nouvelles compétences en permanence. Si j'agis, mais quand j'agis, j'ai du plaisir. Et si en plus ce désir vient couronner un désir, alors c'est nirvana. Ça ressemble à un film érotique, mais c'est la vérité. Et c'est ce qu'on doit vivre tous les jours. Le désir doit précéder le plaisir. Pour répéter un petit peu ce que je viens de vous dire, les 3 temps, vous voyez ces 3 flèches, le passé, le présent qui est le monde des affects, le monde des émotions, le monde de la dopamine, c'est le plaisir. Toutes mes actions seront toujours dirigées vers la promesse du plaisir le plus élevé. Parfait. Mais tout sera régulé si, en plus, quand ce plaisir arrive, il a été précédemment, précédé, non, je vais le dire autrement. Ce plaisir sera d'autant plus efficace qu'une phase plus ou moins longue aura précédé cette phase de plaisir dans le désir. Et le désir est produit par ce qu'on appelle ici ces lobes frontaux, la partie la plus en avant du cerveau. C'est ici que Sénèque qui nous dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. L'humain se caractérise par une boussole. Cette boussole produit de la sérotonine. Et pour rester en bonne santé mentale, cette sérotonine doit nous inonder bien avant que la dopamine arrive. Ceux qui voient la dopamine arriver parce qu'ils ont du plaisir, mais ils n'ont jamais eu de désir, et on va avoir ce qu'on appelle les troubles d'une action compulsive. Vous leur dites, tu as le choix A, B, C, D, ils auront pris B parce que B, c'est la promesse du plaisir le plus intense. Ce n'est pas certainement la solution la plus pérenne sur une vision long terme, mais c'est ce qu'ils auront choisi, en tout cas parce que c'est le plaisir le plus fort. En revanche, ceux qui vont avoir un désir terrible, qui veulent s'engager, mais on n'est pas fou, on a du désir, mais à un moment donné, on veut un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on veut que le plaisir soit à la hauteur du désir. Et bien, quand il y a un hiatus, désir très fort et plaisir très faible, ça s'appelle burn-out. Ça s'appelle minimum frustration, maximum burn-out. Le burn-out, c'est un désir et un engagement total quand le plaisir n'est pas à la hauteur de l'engagement.
D'accord? Donc voilà un petit peu les trois présents. Et maintenant, avec cette grille de lecture, vous voyez ici un axe qu'on pourrait qualifié d'axe du plaisir. Bon, c'est très facile, hein, vous faites des sondages, vous donnez des feuilles, les sujets doivent mettre des croix, ils vous disent s'ils aiment ou pas leur boulot. C'est très simple à faire. Pour l'axe engagement, qui est celui du désir, c'est un peu plus compliqué parce que là, on veut éviter le côté subjectif où il y a une réinterprétation, donc vous faites par une analyse du comportement. Et là, vous avez compris que la majorité des employés, et alors ce que je vous dis là, j'ai le même discours puisque je travaille avec notre ministre de l'Éducation, puisque ce sont les mêmes enjeux. Aujourd'hui, quand vous voyez 10 personnes rentrer dans une entreprise, identique quand vous comptez 10 enfants qui rentrent à l'école, sur 10, vous en avez 9 démotivés. Donc les enjeux sont très graves, hein, puisque c'est nous qui sommes responsables. Nous avons créé un écosystème qui démotive les gens. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question et d'arrêter de dire aux gens de s'adapter au process. C'est plutôt au process de s'adapter au sujet humain. Donc vous avez la majorité des sujets qui vous disent « j'adore mon travail ». Ils ont le pouce levé. Mais en fait, l'engagement, il est très faible. Vous voyez, le barrissant de cette surface, il est en bas. L'image inverse, c'est les jeunes. Alors là, les jeunes, ils adorent leur travail. Ils amènent le boulot, du travail à la maison. Ils amènent du travail le soir, le week-end, les vacances. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Malheureusement, vous voyez ici que leur plaisir, il est très faible. Le plaisir est très faible. Pourquoi ? Ben là, c'est une erreur de management. On va dire, mais de quoi tu te plains ? Je t'ai changé la moquette dans ton bureau. De quoi tu te plains ? Tu as eu une prime à Noël. Et oui, cette personne se plaint parce qu'elle n'est pas capable d'expliciter ce qu'elle recherche, car ce qui est le plus gratifiant pour notre cerveau, ce n'est pas les espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, ce qu'on appelle des viatiques. C'est la reconnaissance de soi. La reconnaissance. La construction de l'estime de soi se fait par reconnaissance des autres. C'est comme ça. Je vous ai dit que 2/3 du cerveau nous échappent. Nos enfants ont appris à parler parce qu'ils nous ont imités, parce qu'ils ont reçu de l'information de l'autre. Nous-mêmes sommes conscients de nous-mêmes parce qu'on a grandi entourés. Si vous étiez arrivé comme ça tout seul sur une île, ben, vous ne seriez même pas conscient de vous-même. Vous ne seriez pas capable de dire « j'ai mal au doigt », etc., etc. Donc la conscience de nous-mêmes nous vient par le regard des autres. Et ça, c'est très important puisque souvent, et c'est là on va trouver le burn-out, entre autres, engagement très fort, et le plaisir n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas pour cette raison-là que d'ailleurs le burn-out est un problème d'entreprise. Hein. Car quand on travaille avec ces sujets-là, on voit bien que dans leur passé, et vous y êtes pour rien dans l'entreprise, ils ont été cornés parce qu'ils se disent que dans la famille, dans la fratrie, les grands frères, les grandes sœurs ont mieux réussi, ou que les parents ont plus aimé les autres dans la fratrie que... Vous voyez, ils partent avec un déficit affectif, ils se disent que là, enfin, dans le monde professionnel, je tiens le manche, je vais pouvoir me gaver de reconnaissance. Et parfois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de dire à celui qui a réussi combien il est fort, combien on l'aime, etc. Alors avec MeToo, de temps en temps, il faut faire attention, mais on devrait serrer les gens dans nos bras. Le groupe que vous voyez en vert, malheureusement, c'est la minorité, mais je vous sens comme ça, c'est ceux qui ont, dans leur comportement et dans l'action, désir et plaisir au rendez-vous. Ça, c'est génial. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une règle des nombres. Le groupe de travail doit être inférieur à 25. Inférieur ou égal à 25. C'est pour ça que vous allez trouver des start-up. C'est pour ça qu'on parle d'entreprises libérées. Ce sont les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe qui doit être inférieur ou égal à 25 puisse avoir une capacité d'auto-évaluation, d'auto-jugement, d'auto-décision et enfin d'auto-récompense. C'est ça le moteur. Et les rouges, on n'en parle pas. Quand désir et plaisir ne sont pas en rendez-vous, de toute façon, nos actions ne sont pas pérennes. Ou vous les virez, ou ils s'en vont, mais le comportement ne pourra pas perdurer dans le temps, alors que pour les 3 autres couleurs, évidemment, vous avez compris que ça peut être, malheureusement pour les oranges, ça peut durer. Des exemples très rapides. J'ai trouvé des éléments qui sont mis dans des tâches, donc il y a de l'action, mais ils n'ont pas choisi, donc pas de désir, et à chaque fois qu'ils pratiquent, ils n'ont pas de plaisir. Vous
Vous savez où c'est que j'ai trouvé des sujets qui n'ont ni désir ni plaisir? Ça va vous surprendre s'il y a des parents avec des enfants. Et je les ai trouvés au conservatoire. Alors, je ne dis pas que tous les enfants sont dans cette même dimension, hein, mais j'ai sélectionné pour en trouver. Vous voyez, quand les parents les ont laissés et que les parents partent, je dis à l'enfant, bon, écoute, c'est vraiment toi qui as choisi le violoncelle. Ils sont un peu timorés d'abord, hein, au début. Je dis, mais non, non, allez, ça y est, ils sont partis, tes parents. Là, je les vois dans la voiture, ils sont partis. Et alors là, ils vont se lâcher, quoi. Non, non, pas du tout. Moi, si je pouvais rester dans la chambre avec la PS4, je serais bien resté. Donc, il n'y avait pas de désir, c'est pas eux qui ont choisi. Et en même temps, quand ils vont pratiquer, tous les mois, on leur demande de venir sur un site, un portail, et ils ont 20 questions à répondre. Et ce qu'on a caché derrière ces questions, ce qu'on veut savoir, c'est comme sur Facebook, est-ce que quand ils pratiquent, ils ont le pouce en l'air ou en bas? J'aime ou j'aime pas? Et j'ai encore sélectionné ceux qui ont dit Berk, j'aime pas. Donc ni plaisir ni désir. Eh bien, je peux vous dire qu'il va falloir être patient. Pendant 7 ans, on n'a rien vu dans leur cerveau. On les a suivis à 7 ans, rien ne se passe. Rien. L'ennui, pas plus. Au bout de 7 ans, donc ils ont 14 ans, les cerveaux que vous voyez là, ce sont des cerveaux moyens, enfin c'est la moyenne plutôt des cerveaux, il y en a 45. Une tâche que vous voyez au niveau de cortex auditif, donc c'est la partie qui est attachée avec l'oreille, et on a un musicien dans la pièce où il y a le scanner, et le musicien joue des notes, et il active cette partie du cerveau. Alors, pas besoin d'aller à l'école pour ça, hein. Dieu ou la nature avait prévu de connecter l'oreille à cette partie. Donc à la limite, l'enfant il aurait pu rester allongé, rien ne se passait de plus. Mais enfin, au bout de 7 ans, vous voyez une région dite occipitale, c'est-à-dire au-dessus du cerveau, qui maintenant s'active quand l'enfant entend une note. Et vous savez, là, donc c'est un miracle qui vient de se produire. Il y a un son qui arrive, qui active cette région du cerveau, et par ricochet, on active aussi la région au-dessus. Cette région au-dessus, c'est la région qui planifie le geste. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a cette compétence d'avoir attaché 2 régions de son cerveau, quand Dieu ou la nature avait prévu qu'avec le son, j'en active une, mais maintenant j'en ai 2, l'enfant est capable de savoir quelle note il entend. Puisqu'il s'imagine cette région qui s'active en haut du cerveau, c'est la région qui planifie le geste. Donc en entendant la note, l'enfant s'imagine lui-même glisser les mains sur le clavier et avec un repère visuel, c'est quelle est la note. Vous voyez donc, il a fallu quand même 7 années pour atteindre cette nouvelle compétence quand on est sans désir et sans plaisir. Je pense que le rôle du manager, c'est avant tout de produire du désir et de s'assurer qu'il y a du plaisir lorsqu'il y a action. Parce que là, on va droit à la catastrophe. Là, hein. C'est comme Churchill nous disait, dans le sang, les larmes et la sueur. Hein. Alors, un catalyseur, eh bien, le plaisir. J'invite des gens à répondre à un test psychologique qui viennent avec crayon, gomme et petits carnets. Et en fait, je leur dis non, vous pouvez ranger tout ça dans vos sacs. Je vous demande juste de prendre des balles et d'aller jongler à la maison. Et ça doit durer 1 mois et 5 minutes par jour, pas plus. Eh bien, au bout d'1 mois, là c'est le temps scan 0, au bout d'1 mois, vous voyez, c'est ce qu'on appelle scan 2 ici, vous avez ici une valeur qui est bien supérieure à ce qu'ils avaient initialement. Cette région jaune que vous voyez du cerveau, est-ce que vous voyez bien ma flèche? Oui, on la voit un peu. Cette région jaune s'active par la rétine, donc le sujet est allongé, on lui présente une vidéo où il y a des balles qui se déplacent devant lui, on active cette région, mais après 1 mois de pratique, pour ceux qui ont dit « c'est bien ton truc, j'aime bien jouer », eh bien la région au-dessus est maintenant activée, c'est la même que vous avez vue chez le pianiste, planification du geste. Le sujet, en voyant des balles sur une vidéo bouger, s'imagine lui-même où il mettrait la main pour attraper la balle. Juste 1 mois de pratique avec du plaisir, et vous piratez votre cerveau. Je vous rappelle que quand on est dans l'éducation, mais l'éducation, toute notre vie, hein, on est dans l'éducation, on est des neuro-hackers. On se dit que Dieu ou la nature n'a pas mis toute l'information qu'il nous faut pour comprendre le monde qui nous entoure. Ce n'était pas prévu, mais dans mon action, si j'ai du plaisir, je peux connecter 2 régions qui, normalement, ne travaillent pas ensemble. Et le sujet, vous voyez, il est devenu jongleur parce que la région visuelle me dit où je dois mettre ma main. Je vous rappelle que ça, chez nous, si on n'est pas jongleur, on ne sait pas faire. Nos mains, quand on marche, elles sont positionnées en raison d'un organe de l'équilibre qui est à l'arrière, qui s'appelle le cervelet. Mais après avoir jonglé, je garde cette compétence, mais j'en ai une autre en plus. Ma main est positionnée dans l'espace en fonction de la rétine qui lui dit « mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là ». Enfin, on peut faire encore plus fort. Si dans l'entreprise, on sait mettre du désir. Je convoque des étudiants et je leur dis en janvier, vous allez vivre
la cécité. Vous allez être aveugle et c'est génial. Je leur dis que l'humain est dominé, alors à raison d'un mémo tous les vendredis, ils vont comprendre que l'humain est dominé par le monde de la vision, que s'il se trouvait être aveugle, en plus ça va être réversible, donc c'est génial, s'il se trouvait être aveugle pendant 5 jours uniquement, il pourrait découvrir un monde de la sensorialité qu'ils ne connaissent pas. Le fait de les caresser avec une plume et ils frissonneraient. Le fait de leur mettre des arômes dans la bouche et qu'ils auraient cette capacité de savoir qu'est-ce qu'il y a comme herbe, comme épices, comme alcool, etc. La preuve en est, si quelqu'un vous amène à l'opéra et vous dit « Tiens, écoute cette symphonie, j'aime bien, à un moment donné, il y a le triangle qu'on entend, puis les musiciens, ils sont dans la fosse, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez percevoir le triangle à un moment donné? Vous fermez les yeux pour donner plus de puissance de calcul à votre cerveau. Si quelqu'un, en rentrant à la maison, vous a préparé un petit plat, vous met ça dans la bouche, vous dites « Tiens, dis-moi ce que j'ai mis comme épices », et vous allez fermer les yeux. Donc, je leur ai expliqué qu'ils vont vivre un monde de la sensorialité unique, qu'ils ne connaissent pas. Pendant 6 mois, ils vont être mis dans cette dimension, et ils ont envie que ça arrive. Et comme vous l'avez vu, là, on leur met des gros masques, et ils vivent 5 jours et 5 nuits dans un appartement, frigidaire rempli, etc. Ils se débrouillent. Et au bout de 5 jours, eh bien, ce que vous voyez, les points noirs et les points blancs, ce sont les voyants, comme vous et moi, et les points noirs, ce sont les aveugles transitoires. Pourquoi il y a une différence? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici une cible. Ils doivent toucher la cible avec le doigt, dans une boîte, comme vous pouvez le voir. Ils mettent la main dans cette boîte, à l'intérieur de laquelle vous trouvez cette cible. Et sur cette cible, vous avez des bandelettes en velours. Quand le sujet touche avec son index la cible, il est invité immédiatement à retirer le doigt. 10 secondes plus tard, il doit remettre le doigt sur la cible. Mais vous, entre-temps, vous auriez pu, par-dessous la table, tourner ou pas la cible. Et le sujet avec son doigt doit nous dire simplement si la cible a bougé ou pas. Eh bien, ce que vous voyez dans les points noirs et les points blancs ici, le différentiel, il est de 15 degrés. Les non-voyants sont capables de détecter une rotation de 15 degrés quand vous et moi dirions et nous mettrions notre tête à couper, mais bien sûr, ça n'a pas bougé. Vous voyez, donc 5 jours de cécité, et les sujets sont meilleurs que nous, avec le doigt. Pourquoi? Parce qu'il s'est produit un miracle dans leur cerveau. La région bleue que vous voyez ici, c'est la région que Dieu ou la nature avait décidé de dédier au toucher. Mais je vous rappelle que ceux qui sont aveugles, cette région-là, elle est hyper débordée. Elle reçoit des cahiers de commandes, il faut travailler, parce que sur une table, si vous voulez manger et vous enfoncez la fourchette, vous voulez être certain que ce n'est pas la paire de ciseaux. Vous voyez, ça ferait mal à la langue. Donc, le toucher et le côté discriminant du toucher est très important. Comme cette partie bleue travaille beaucoup, que dessous la région jaune, je vous rappelle que Dieu ou la nature avait prévu de la connecter à la rétine, mais les gens sont aveugles, donc la région jaune ne travaille pas. Eh bien, du coup, la région jaune, vous la voyez ici activée, parce qu'elle travaille avec la région bleue qui a jeté des câbles et qui a piraté, qui s'est dit, tiens, vous en bas, vous ne travaillez pas, bien maintenant vous travaillez avec nous sur le toucher. Donc le sujet sont meilleurs que nous, parce que quand ils mettent leurs doigts dans la boîte, ils ont mis des yeux au bout des doigts. Ils mettent un œil et le doigt, ils touchent et ils voient. Ils se forment une image visuelle en mettant le doigt. 5 jours, ça a suffi pour pirater complètement ce que Dieu ou la nature n'avait pas prévu de mettre dans ce cerveau, c'est-à-dire, avec le toucher, la vision. Et c'est là où c'est très important de voir combien on peut pirater notre cerveau, à condition d'avoir du désir, puisque le désir, vous l'avez compris, doit s'inscrire dans le temps. Quand le plaisir est extrêmement fugace, ça dure quelques secondes, quelques minutes au maximum. Quand le désir, c'est des jours, des mois, vous l'avez vu, 6 mois. Et là, vous le voyez avec cette personne, on lui a implanté des électrodes, ça c'est le travail que je conduis à Harvard, où nous lui avons mis ici un pen de 64 électrodes dans la région du cerveau que vous avez vu tout à l'heure sur la planification du geste. On a introduit 64 électrodes pour qu'elle puisse diriger ce robot en face d'elle par la pensée. Parce que la pauvre a eu un AVC mal placé au niveau du tronc cérébral, ici, là. Et donc, si vous lui défaites la ceinture, elle tombe de la chaise, elle est propre, elle boit et elle mange que quand on s'occupe d'elle. Eh bien, elle a travaillé pendant 6 ans, à raison de 5 à 6 heures par jour, samedi, dimanche compris, et son cerveau a complètement piraté
évidemment, ne travaille plus avec son corps, mais travaille avec un robot. Vous voyez jusqu'où va la notion de désir, où l'on peut tout faire. Ne dites pas avec celui-là, on n'y arrivera pas. Plutôt, avec celui-là, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre au niveau du désir pour le transporter? Quand on parle de résilience, il n'y a pas de personne résiliente si on a des individus qui ne connaissent que le plaisir et jamais le désir. La résilience vient avec cette propension que nous avons de nous projeter dans le futur. Cette dame a été convaincue quand on lui a dit qu'on pouvait implanter des électrodes et que si elle travaillait suffisamment, elle pourrait envoyer des mails, et c'est ce qu'elle fait là à l'heure actuelle, ou pouvoir boire quand elle le souhaite. C'est quand même quelque chose quand vous êtes cloué dans un lit. Voilà, donc j'ai fini l'introduction, je vois que mon temps aussi est écoulé. Mais j'aimerais juste, alors, cerise sur le gâteau, parce que de toute façon, on est dans un moment convivial, et donc vous êtes là, l'illustration de cette partie-là, c'est la dimension sociale du cerveau. Je vous ai dit que les 2 tiers étaient tournés vers les autres. Eh bien, je voudrais juste vous donner quelques clés pour comprendre ce cerveau social, qui fait qu'on est, grâce à ça, capable de développer de l'intelligence collective. Vous avez ici une droite qu'on appelle la loi de la nature, que Jean-Jacques Rousseau aurait pu appeler comme ça en tout cas, qui veut que chacun de ces animaux, eh bien, en fonction du poids de l'animal, il a un cerveau proportionnel, vous voyez? Donc, la souris, l'écureuil, le rat, le chien, le cheval, etc. Tous les animaux ont un cerveau proportionnel au corps. Je veux dire que là, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque le cerveau est fait pour gérer le corps. Donc plus complexe est notre corps, plus le cerveau doit être proportionnel. Bon, vous voyez qu'il y a des animaux comme l'hippopotame, et lui, compte tenu de son poids, il est en droit de réclamer un peu plus de matière grise à Dieu. Là, il s'est fait voler, lui. Je viens de recevoir le scan de Trump. 100 kilos, et son cerveau est par là aussi. Vous voyez, vous comprenez pourquoi il va peut-être y avoir une guerre du pétrole. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des points qui sont, non pas en deçà, mais au-delà de la droite. Vous prenez l'humain, par exemple. La nature avait prévu, selon cette droite, que notre corps, qui fait à peu près le poids corporel 80 kg, ce cerveau fasse environ 400 grammes. Or, le cerveau fait, comme vous le voyez sur cette graphe, fait 1,5 kg. C'est là où j'en tire ma règle, 1/3, 2/3. 400 grammes, avec ça, je fais des selfies, je me satisfais. Et 2/3, c'est-à-dire là à peu près 1 kg, qui m'échappent complètement, mais qui sont activés si j'ai en face de moi quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un qui a une intention, qui exprime un objectif, etc., etc. Vous voyez ici, quand vous avez un coefficient de 1, c'est un cerveau proportionnel au corps. Il y a une espèce, chez tous les primates que j'ai mis ici, il y a une espèce, J, qui a un cerveau proportionnel au corps. Ah oui, elle évolue dans une taille, dans un groupe social de 1,3 ou 1,2. Qu'est-ce que ça veut dire? 1,2. 1, c'est un célibataire endurci. 0,2. Il vit en couple, le temps de copuler. Dès qu'il y a les descendances qui arrivent, il dit hop, c'est pas mon problème, il s'en va. Bah lui, il a un cerveau proportionnel au corps. Et ça lui suffit. Vous voyez, mais la beauté de ce message que j'aimerais vous donner, c'est que vous avez ici une échelle logarithmique, c'est-à-dire que le cerveau va être 2 fois plus gros que la nature avait prévu, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Chez l'humain, c'est 7 fois. En fonction de quoi? En fonction de la taille du groupe social. C'est ça qui est important, c'est que, vous voyez, ce cerveau, et ce n'est pas des managers que je vais essayer de convaincre que c'est complexe de gérer les autres. C'est la raison pour laquelle on a un surplus de matière grise. Tous ces points qui sont au-dessus, ce sont des animaux, des groupes, des animaux qui vivent en société. D'où l'intérêt d'avoir un delta là, en plus, pour gérer les autres et pas vous. Voilà. Donc, l'idée de soin à l'autre arrive déjà chez quelques primates non humains. Mais là, il y a des biais que j'espère vous n'utiliserez jamais. C'est la relation dominant à dominé. Là, on n'est pas bon. Vous voyez, donc là, on a un dominant, et là, le dominé, puisque le dominant, il utilise les yeux de l'autre pour lui dire « Tiens, va dans des endroits de mon corps où je n'ai pas accès, et je vais utiliser tes yeux. » Donc, vous voyez, c'est une partie du cerveau qui utilise l'autre, ce dont j'essaie d'illustrer là. Mais vous voyez d'abord, c'est un rapport de 1 à 1, et en plus, un rapport de dominant à dominé. L'humain, derrière ce téléphone, il y en a 500. Donc, on a
décupler ce rapport à l'autre, qui n'est pas de 1 à 1, mais de 1 à 500, voire plus. Et en plus, ce qui est très important, et ça vous le savez mieux que moi, c'est que tous ceux qui sont derrière, connectés, sont traités de façon équitable. Vous voyez, liberté, égalité. L'égalité aujourd'hui n'a pas de sens. C'est l'équité. La transparence. C'est ça, en fait, qui est appelé dans ce cerveau social humain qui utilise le digital. Et le premier à avoir inventé ça, c'est Cro-Magnon. Cro-Magnon, quand vous regardez le squelette donc à gauche, c'est le squelette de Néandertal, la brute. Il était, si vous êtes un ingénieur, vous recevez le cahier des charges, construisez-moi un animal bipède sur la Terre, vous sauriez arriver à faire Cro-Magnon. Mais Cro-Magnon, quand il avait abattu une proie, personne ne s'approchait tant qu'il n'était pas repu. Hein. Sinon, vous preniez un coup de matraque sur la tête. Le premier à inventer ce qu'on a appelé au départ Einfühlung et qui est devenu l'empathie, c'est Cro-Magnon. C'est le soin à l'autre. Prendre conscience que celui qui vient de naître, il est loin d'être achevé. Et il va construire son cerveau parce qu'on va lui donner de l'attention, le care en anglais, le soin à l'autre. Ce qui nous donne ces images-là. Il y en a un qui tire un penalty, met la main sur la tête, 40 000 spectateurs ont les mains sur la tête. Et pourquoi ont-ils les mains sur la tête ? Eh bien parce que après cette magie de produire une résonance comportementale, vous avez une seconde plus tard, quand vous avez atteint la perfection dans le mimétisme comportemental, vous avez une résonance émotionnelle. Ceux qui n'ont pas bougé d'1 millimètre reçoivent une décharge d'adrénaline. Si vous voulez inclure les gens avec vous, vous devez marcher dans ce phénomène de résonance, d'inclusion. Vous savez pourquoi tous ceux il y en a 2 qui n'ont pas les mains sur la tête. Ils ont des maillots jaunes. Vous voyez le sentiment d'appartenance ? Le cerveau humain se met en connexion avec les autres à condition que l'autre, c'est mon semblable, c'est mon appartenant. Hein ? Donc il y a une certaine spécificité. On n'est pas prêt à recevoir de l'autre toute information si l'autre n'est pas notre partenaire et notre appartenant. Allez, je vais accélérer un peu pour vous dire que ça produit ces résonances émotionnelles. D'où les jugements moraux. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un se blesser devant vous, vous lui portez assistance. Mais finalement, ce que vous voulez faire, c'est mettre fin à la douleur que vous recevez mentalement. Puisque ces images-là vous montrent que la région qui s'active ici, qu'on appelle le cortex singulaire, si vous voulez faire bien dans les dîners en ville à partir de ce soir, quand vous vous blessez, vous dites « Oh là là, j'ai le cortex singulaire qui s'enflamme ». Eh bien, ce cortex singulaire s'enflamme quand quelqu'un se blesse. Et si vous n'êtes pas un serial killer, quand vous voyez quelqu'un se blesser. Vous voyez ? C'est cette forme de résonance. Et donc, je n'irai pas plus loin parce que je manque de temps. Voici les 6 lois qui sont les conséquences de ce cerveau social, qui sont aujourd'hui qui sont utilisées comme outils de ce qu'on appelle l'économie comportementale. Vous avez certainement entendu parler du nudge management. On devrait en français dire management incitatif. Eh bien, c'est la base de toutes ces formes de cerveau social, sur ces bases d'équité, de réciprocité. Vous voyez, la réciprocité, eh bien, c'est le fait que quand vous allez au musée, vous donnez une canette à quelqu'un sans qu'il ait demandé, mais vous avez choisi de prendre une canette. Vous dites tiens, je ne lui ai pas posé la question, est-ce qu'il veut une canette ? Vous lui donnez une canette. Et en sortant du musée, vous lui dites, tiens, au fait, je vends des tickets de tombola de l'école de mon fils. Combien tu me mets ? Eh bien, ces expériences ont été faites et on s'aperçoit que le sujet qui a reçu une canette va surestimer le coût des tickets de 35%. En gros, vous donnez une canette à quelqu'un qui coûte 1 €, en sortant, vous aurez peut-être empoché 10 €. C'est ça le cerveau qui démultiplie les relations à l'autre. Et pour être cohérent, je vais passer tout ça, mais je vous ai dit que le désir était important. Je voudrais terminer sur cette image et cette expérience. Regardez, je montre à des étudiants, est-ce que vous aimez les bonbons Haribo verts ? Donc, ils me donnent une note. La note est de 5 sur 10, que vous voyez là. Et puis, il y a une image qui leur a été montrée que vous ne voyez pas. Quand le crocodile est jaune citron, la note est de 3 sur 10. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent tous qu'ils n'aiment pas les bonbons acidulés, c'est trop acide et ça déclenche la salivation. Donc, ils mettent tous 3 sur 10 sur le crocodile jaune et, comme vous avez la note ici, 5 sur 10 pour le vert. Mais maintenant, je prends un autre groupe d'étudiants qui n'a pas vu
la première diapositive jaune. Je leur dis, vous voulez ce crocodile vert ou ce crocodile jaune? Et vous avez le résultat des courses. Le crocodile vert est toujours noté 5 sur 10, mais le crocodile jaune citron, ici, est noté, comme vous le voyez, 8 sur 10. Un crocodile aversif est devenu appétitif. Par quelle magie? Une main a exprimé un désir. J'aurais pu intituler cette expérience « Ton désir devient le mien ». Le désir est contagieux. Pensez-y. Et donc, si vous voulez être entouré de gens heureux et se lançant bravache et n'ayant pas peur, la première chose à faire sur vous, c'est d'abord de ne jamais montrer qu'on a peur et qu'on est toujours optimiste sur le futur. Donc, je terminerai sur cette image. Je vous laisserai mon diaporama. Ce tilt-là, vous pourrez vous connecter pour vous rappeler combien nous sommes des animaux sociaux. Certes, d'autres animaux comme les insectes, les loups, les oiseaux qui vivent en bande sont des animaux sociaux, certes, mais eux, dans le meilleur des cas, feront preuve d'empathie. Vous voyez, ces abeilles sont en train de se suicider. Elles vont se suicider contre le frelon asiatique. Elles agissent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ce dont je vous parle quand je parle d'empathie, c'est la possibilité qu'avec des gros yeux, on pourrait voir nos voisins et agir en fonction de ce que souhaite le voisin. Ce que j'ai vécu, par exemple, l'été dernier, quand j'étais dans une gare où je lisais un livre, j'étais avec une amie et qui allait son bébé, mais son bébé n'était pas là, ce jour-là. Et le bébé pleurant de plus en plus fort, pour moi, c'était du bruit. Et cette amie se tourne vers moi comme ça. Elle me dit, Pierre-Marie, ça se voit? Et alors je lui dis, qu'est-ce qui se voit? Eh bien, elle me dit, j'ai des montées de lait. Vous voyez de quoi je parle quand je parle d'empathie? C'est 2 étapes. La première, c'est de décrypter du bruit et de dire, non, il y a un signal, il y a un message très particulier. Cet enfant n'a pas mal aux dents, cet enfant ne se tord pas de douleur des intestins, cet enfant a faim. Première étape, c'était de décrypter du bruit. Et deuxièmement, j'agis en fonction de ce que j'ai compris. Je produis du lait. Voilà. C'est la raison pour laquelle donc, je vous dis que l'empathie, c'est la capacité que nous avons intellectuellement de quitter notre corps et de nous glisser dans le corps des autres et d'agir complètement pour les autres et pas pour nous. Donc, complètement désintéressé. C'est pour ça que je terminerai sur ce proverbe perse qui nous dit « Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. » Sur ce, je me tais. Voilà. Merci. Merci Pierre-Marie Liédot, merci beaucoup.